Bonjour à tous. Déjà, juste une petite information. J'ai juste appris hier que ma conf allait faire que 25 minutes, enfin une demi-heure. Alors que je pensais que c'était le même format que celle que j'ai faite hier de 50 minutes. Donc j'ai un peu comprimé. Je vais peut-être aller un peu vite. Je n'ai pas trop l'habitude de faire dans ce format-là. Donc voilà. Donc je vais vous parler un petit peu essentiellement de provisioning là, notamment parce que le déploiement continu va être compliqué à faire rentrer dans la durée. Donc Xavier Gors, là je vais passer très vite là-dessus, ça fait 15 ans que je fais du web, je suis assez actif dans ces deux assos là. J'ai monté une société qui s'appelle Elao, on est basé sur Lyon, sur Paris, on est une quinzaine de développeurs très centrés sur le framework Symfony et sur du PHP. Et c'est plutôt ça que je vais vous parler. Depuis quelques temps, on a monté aussi, et je suis fondateur et je suis le CTO aussi, d'un projet qui s'appelle ClubUp. C'est lui qui nous a amené à avoir les besoins des solutions qu'on va vous présenter ici. Je vais donc vous présenter un petit peu l'architecture du projet, ses besoins rapidement, son architecture, et comment, au final, on a répondu à travers des outils de provisioning, notamment un, qui est Chef, comment on a répondu à nos problématiques. Donc très rapidement, le principe de ClubUp, c'est vous faire vivre l'esprit club. Donc un club en tant que tel, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose de très simple. C'est un endroit où je vais partager des médias. Ces médias-là, je vais les taguer. On va les ranger, on va ranger les tags. Après, ces tags-là, je vais les ranger dans un graphe qui va assurer la diffusion du graphe. Et après, je peux suivre ou pas certains tags. Très rapidement, visuellement, qu'est-ce que ça donne? Là, voilà, je vais partager un média, je vais mettre un titre, je vais mettre une petite image et je vais le taguer. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Je vais organiser mes tags et je vais structurer mes tags, en fait, les uns par rapport aux autres, qui vont assurer la diffusion, au final, de l'information et des nouveaux médias de ces tags-là dans mon graphe. Je peux aussi, sur les clubs tiers, aller suivre un tag spécifique. Je vais être capable de dire, je vais suivre ici le tag Aston Martin, et le tag Aston Martin, je vais le ranger dans un de mes tags. Ce qui fait qu'au final, tout le contenu qui sera généré par le tag d'Aston Martin, alors c'est pas le cas d'Aston Martin, mais moi, dans mon club à moi, dans mon dashboard, dans mon club à moi, mes réceptions de médias vont être rangées en fonction des tags qui m'ont permis, dans lesquels j'ai rangé les autres tags des clubs que je suivais. Donc voilà, et au final ça donne ça, on a à la fois les médias, on a les tags, et on a ici le graphe et la navigation qu'on a à l'intérieur, ce qui fait que quand je vais, là typiquement un média qui est tagué Neo4j, il a été dans les graphes database, il a remonté, il est présent dans graph database, dans data, jusqu'aux routes du club. Donc là, des clubs, on a différents types de clubs. On a à la fois le club utilisateur, tel que vous l'avez vu, qui est mon club à moi. Je vais ranger, je vais structurer, je peux mettre ce que je veux, soit du boulot, soit du perso, soit je peux mettre ce que je veux à l'intérieur. Mais surtout, on va voir aussi, on a commencé à monter tout un écosystème de clubs thématiques, qui sont à la fois des clubs basés autour d'automobile, l'actualité qui recense beaucoup de flux RSS, mais aussi local. Pour l'instant, on a fait Station de Ville de Colombes, et qui vont aller pour faire du shopping ou d'autres clubs derrière après. Ces clubs thématiques-là, par contre, ont plusieurs personnes qui s'occupent d'animer le club, d'aller partager le média, d'aller les ranger et d'aller les structurer. Les médias en tant que tels, que nous on appelle services, pour l'instant on n'a que des liens, après on va rajouter rapidement photos, vidéos, mais on n'a pas trop de limites après à rajouter des types de services qui sont pour nous en sens d'application à l'intérieur d'écosystèmes. On va pouvoir mettre des sondages, la réservation de produits, des produits, ainsi de suite. On a une liste longue comme le bras de services qu'on pourra mettre à l'intérieur de ça qui auront le même principe de propagation finale. Donc maintenant, plus technique, l'architecture. Une des bases, on va voir 4 grands points: l'autonomie des clubs, le découplage par application, le socle technique qui nous occupe, et surtout les besoins que ça a amené au final, et la solution qu'on a mis derrière pour y répondre. On est parti d'un principe assez fort, c'est qu'on a une autonomie très forte du club en tant que tel, techniquement. C'est-à-dire qu'actuellement, un club a son propre nom de domaine, peut avoir sa propre base de données, il peut être sur son propre serveur aussi, il est complètement autonome. Il a sa propre petite queue en interne qui permet de faire les actions de diffusion d'informations, ce qui fait que si jamais il est coupé de l'écosystème, si le reste de l'écosystème tombe, il peut être autonome, vous pouvez l'utiliser, vous pouvez voir vos données, vous pouvez continuer à contribuer. Il porte aussi son API REST, et son code aussi porte l'authentification. Donc il porte vos données perso et vos informations d'authentification. Tout ça dans un même socle de code et de données. Ça, pour plusieurs raisons. Des raisons de scalabilité,
clair. On a du fait d'être unitaire, on est capable d'avoir un peu toutes les combinaisons possibles, on va en voir certaines, entre beaucoup de clubs sur un même serveur, ou alors des infras dédiés en fonction de la consommation, donc, qui sont liés à la performance, mais aussi une isolation une isolation du club et de l'utilisation de certains clubs par rapport à d'éventuels problèmes dans le reste de la stack. Ça nous donne une énorme souplesse pour pouvoir, dans la gestion et au niveau de la performance. Et les deux autres points sont des points qui ont été très importants de le choix de cette architecture-là. À un moment, nous, dans notre line-up, on a les notions de faire des clubs privés dans lesquels vous allez pouvoir mettre vos informations, le club de ma famille, pourquoi pas. Et pour répondre à ça, nous-mêmes, on a vraiment, pour arriver à cloisonner la donnée, les notions de confidentialité et de sécurité des données nous ont fait partir sur ce choix vraiment d'autonomie et de segmentation poussée à l'extrême. L'autre point qui n'était pas partie des postulats de départ, mais qui au final s'est avéré très, très pratique, c'est qu'on a la facilité très facilement de faire du testing AB, c'est-à-dire qu'on est capable de déployer pour une personne donnée une version de l'applicatif pour un club donné qui permet de les tester, qui permet d'avoir des applicatifs différents en fonction de l'utilisation. Typiquement, un club thématique n'a pas peut ne pas avoir le même applicatif qu'un MyClub. Donc là, rapidement, c'est différents scénarios qu'on peut avoir, qu'on a déjà même actuellement. On peut avoir plusieurs clubs sur le même serveur applicatif. On peut avoir plusieurs sur le même virtual host d'Apache. On peut en avoir plusieurs sur la même base de données. Quelque chose qu'on n'a pas encore, c'est le dernier, sur lequel on va y aller quand on va avoir en volume les bases. C'est être capable d'avoir, même dans la même base de données, plusieurs clubs en tant que tels. Pour l'instant, on a vraiment isolé. Juste pour information, là, on n'a pas encore lancé. On est en bêta plus que fermé pour l'instant. D'ici la fin de l'année, on va commencer à communiquer et à augmenter justement la taille. Et on va avoir besoin de certaines problématiques à cause de ça. Donc, au final, le club, ce n'est qu'une API REST. Il ne génère pas, l'applicatif ne génère pas de code HTML en tant que tel. Hein, il expose aussi, il a un serveur hôte embarqué pour être capable de vous identifier et d'identifier justement les applications qui vont le faire utiliser. D'ailleurs, les applications, on a l'application que nous on appelle Profil, qui est celle que vous avez vue, c'est l'application grand public, quand vous allez consulter un contenu en mode anonyme. Vous avez l'application Dashboard, qui sont des applications JS, Backbone, autonomes, qui n'ont aucune liaison avec l'applicatif, qui dialoguent qu'avec l'API. Et on a aussi certaines briques plus métiers, mais qui sont aussi découplées, qui sont le Search, Pix, c'est pour la gestion des thumbs, le Provider, et Mirador, qui est notre back-office de pilotage global. Mais il faut savoir aussi qu'on a mis en place, et ça a amené de nouveaux besoins, cette architecture-là, typiquement la connexion sur des applications externes, on se retrouve avec une connexion à 3 tiers. Là, je viens de faire un petit POC, un petit proof of concept avec une application en Meteor.js qui se connecte à la fois sur mon club, à la fois sur Twitter, où je vais juste lier mes utilisateurs Twitter que je suis avec des tags de mon club pour que tous les liens qui génèrent de mon flux arrivent dans les tags de mon club, arrivent en tant que média à l'intérieur. Ce qui me permet, moi, de filtrer en partie, puis de pouvoir facilement les repartager au final derrière. Et ça s'est fait de manière complètement déconnectée et sans aucun impact sur le cœur au final. Le socle techno de ça, on a du Symfony 2. Pour l'instant, on a du MySQL. On est sur un couple Apache PHP, on peut passer sur Nginx. On a du Tomcat Solar pour tout ce qui est la stack de recherche. Les points Redis, Varnish, Proxy, c'est des points non métiers qui sont là que pour les problématiques de performance au final. Mais par contre, le socle techno autour, là on parlait bien du socle technique du MyClub, du club en tant que tel. Par contre, autour, on a quand même toute une kyrielle déjà d'applicatifs qui gravitent autour, qui exploitent des technos qui sont complètement, qui sont beaucoup plus hétéroclites et qui ne sont pas, qui font qu'une seule chose au final et qui ne sont pas amenés à polluer le socle de base. Donc, les besoins. Très rapidement, il s'est arrivé que, je pense que vous savez tous, quand on commence à multiplier et à diversifier la stack technique d'une application, il faut être capable à la fois de la gérer, de monter en compétence dessus, mais surtout quand on va commencer à partir, quand on va commencer à viser la prod, être capable de dire comment je vais arriver à gérer ça, comment je vais arriver à la configurer, comment je vais arriver à scaler, puis à pouvoir grossir avec ça. Et qu'est-ce que ça me coûtait en termes de ressources pour pouvoir arriver à piloter tout ça. Donc, on est très rapidement venu à vouloir industrialiser toutes les tâches de setup et de configuration d'instances qui vont accueillir les différentes parties de ça. On voulait être aussi indépendant
finalement de l'instance en tant que telle, qu'elle soit dans le cloud, qu'elle soit sur un serveur dédié ou qu'elle soit virtuelle. On ne voulait pas avoir d'impact sur la façon de déployer ces instances par rapport à ça. On voulait aussi être capable de piloter de manière centralisée la gestion et la configuration applicative du code qui est déployé sur ces instances-là. Les codes d'API, les endpoints d'API, les mots de passe, tout ça, ou des variables de configuration. Et on voulait surtout avoir une souplesse dans l'agencement des scopes fonctionnels, d'avoir vraiment une notion de rôle où on a un pool qui gère vraiment tout le côté web, les bases de données, le cache, le search, être capable de pouvoir combiner ça au final comme on le veut dans notre stack d'infra. Quelque chose d'important aussi, la proximité de la solution avec l'équipe de dev. Hein, on commence à parler, je pense que vous avez tous entendu parler un petit peu de l'approche DevOps, elle est assez importante, elle était beaucoup poussée aussi par l'utilisation de beaucoup de devs finalement de même la plateforme Mac qui se rapproche de plus en plus des plateformes de prod, donc on a beaucoup d'outils qui se retrouvent liés, qu'on retrouve des deux côtés, donc la ligne qui est avant très forte entre les ops et les devs est en train de se réduire, et notamment grâce à ces outils-là. Donc, les solutions pour répondre à ça, vraiment, c'est ce qu'on appelle le configuration management. 3 outils principaux, il y en a plein d'autres. Il y en a des Poprio, il y en a des nouveaux qui viennent tout juste d'arriver. Mais les 3 principaux sont historiquement Safe Engine. C'est lui qui a commencé à initier, qui a été le premier socle, qui a été le premier outil à pouvoir configurer. Il était dans le cadre, je ne me rappelle plus son nom, mais c'était à Oxford, je crois, pour pouvoir configurer toutes les machines de l'université, les faire évoluer, la maintenance, la configuration, le setup et tout ça. Après, plus tard, sont arrivés, notamment avec même le cloud en tant que tel, a amené, et l'utilisation de petites instances, a amené le besoin de pouvoir facilement les monter, et elles ont des durées de vie très courtes, donc on n'a pas le temps à perdre dessus. Donc on se retrouve à avoir deux solutions actuelles qui sont open source, qui sont Puppet et Chief, les chefs, tous les deux basés sur du Ruby. Nous, au final, on a choisi Chef. Pourquoi? Essentiellement, on peut faire la même chose avec les deux, hein, enfin, entre Puppet et Chef. Il y a beaucoup de débats. Ce qui tend à venir, c'est que Chef a plus une approche dev, applicatif code, parce que c'est du Ruby pur, on va le voir. Puppet, c'est plus dédié aux ops, à l'infra, parce qu'il est beaucoup plus carré, et c'est un peu, en termes d'esprit, on se retrouve un petit peu cette séparation-là. Mais au final, on peut faire exactement la même chose avec les deux. Ils ont le même scope sur les plateformes supportées derrière, tout ça. Donc, Chef qui est porté par une boîte qui s'appelle Opscode, ça c'est un petit peu sa line-up, hein, d'être capable de pouvoir automatiser la configuration, le déploiement et la scalabilité de vos applications. C'est quelque chose ils ont quand même une forte... le produit est open source, eux ils font grosso modo leur beurre, on le verra, parce qu'ils fournissent un service SaaS pour héberger justement le Chef serveur et tout ce qui va autour en accompagnement. Mais donc la plupart le code en tant que tel et l'écosystème des configurations, c'est quelque chose qui est open source, c'est entièrement sur GitHub, c'est quand même chapeauté par eux pour éviter les doublons et tout ça, donc c'est quand même filtré, il n'y a pas n'importe quoi. Mais on se retrouve quand même à avoir pratiquement 800 cookbooks qui sont des différentes façons d'installer, on va les voir derrière. Ça a été, Facebook a annoncé il y a 1 an à peu près que tout leur stack utilisait finalement cet outil-là. On a aussi Amazon qui a mis en bêta un nouveau service qui s'appelle AWS OpsWork, qui se base sur Chief, donc qui se base sur les recettes qu'on va pouvoir faire. On va pouvoir l'utiliser dans Amazon pour construire, escaler et construire son infra comme ça en se basant sur les mêmes configurations. Voilà. Les grands principes de Chef, c'est les principaux éléments que vous allez avoir à manipuler. On a la RICIP qui est vraiment l'élément de base, on a le cookbook, on a le databag et le rôle. Les RICIP, c'est l'élément le plus bas niveau, c'est l'élément fondamental. C'est lui c'est écrit en Ruby, c'est du pur Ruby. C'est pour ça que c'est un peu plus dev d'ailleurs, parce qu'on a vraiment, c'est de la syntaxe pure Ruby, je vais vous en montrer un petit peu. Et capable de gérer la dépendance entre les différentes récipes. Tout le versionning se fait dans Git. Alors, enfin, il y a Subversion qui est supportée, mais l'essentiel du truc se fait sous Git, ce qui fait que vous contribuez vos récipes. Et il y a quelque chose qui est très important dans l'approche, c'est ce terme-là d'idempotence, c'est il faut absolument que les scripts qui sont déployés puissent être rejoués sans altération, puissent être rejoués plusieurs fois sans que ça altère au final la donnée. Ça, c'est très important. Il faut savoir que tous ces scripts-là vont être exécutés régulièrement par le
par l'instance, par le serveur, il ne faut pas qu'à chaque exécution, ça modifie quelque chose. Il faut que si jamais, et c'est le principe même de l'idempotence, qui fait que si jamais je le rejoue et qu'il n'y a pas une modification, qu'il n'y ait pas d'impact. Donc voici une récip, c'est du code très simple, très basique en Ruby. Là, on voit, il déclare juste les services pour Apache. Ça, c'est le principe d'Apache. Donc là-dedans, on va à la fois déclarer les services, déclarer les commandes à lancer. On va aussi lui déclarer, on va être capable de créer les fichiers de config, les fichiers de log. Qu'est-ce qu'on va mettre? On va configurer vraiment mon instance au final derrière. Le cookbook, lui, c'est un dépôt Git en tant que tel, et lui, il va regrouper les recips. C'est-à-dire qu'on va avoir plusieurs recips. Là, on voit encore, c'est du Apache. On voit qu'ici, chaque recip là va être pour configurer un des modules d'Apache. Et donc, il va regrouper à la fois les recips en tant que tel, et il va permettre aussi de définir une configuration, des configurations par défaut. C'est-à-dire qu'on va être capable à l'intérieur de pouvoir définir, là on le voit d'ailleurs pour Apache, en fonction même de la distribution, les chemins d'accès, les chemins vers les différents fichiers de log qui permettent de pouvoir justement être capable d'être utilisé sur les différentes plateformes que supporte Chef. Il va jusqu'à Windows, Chef, donc il y a toute la stack Unix, il supporte aussi les Amazon en tant que tel et Rackspace aussi, il me semble. Le databag, donc ça c'est quelque chose qui est très important, c'est là où vous allez stocker vos configurations. C'est-à-dire que vous avez les recips sur lesquels, typiquement, c'est là-dedans que vous allez mettre tout ce qui est informations sensibles qui vont être stockées à l'intérieur, les mots de passe, les tokens et autres, elles vont être stockées, sécurisées à l'intérieur, et quand l'instance va être configurée, on va aller chercher ces informations-là et on va les mettre dans les fichiers de configuration qui vont être effectivement écrits et mis en place sur le serveur. Et les rôles. Les rôles, c'est ce qui va me permettre, comme entité, de pouvoir segmenter et de pouvoir définir les différentes topologies de mon infrastructure. Il faut qu'il soit le plus unitaire possible. Il faut qu'il soit très, très basique. On va voir des rôles classiques qu'on va voir. On va voir le web qui va représenter toute la stack Apache ou PHP, les bases de données, le cache et le proxy. Après, c'est à moi, dans ma configuration, je vais dire, tous ces rôles-là, tu les mets sur la même instance. Ou non, puis après, non, tu vas les sortir, tu vas mettre la base de données, dans les schémas classiques, la base de données sur une instance séparée. Tout ça, ça va être simplement après de réinfecter un rôle sur une nouvelle instance, la configuration sera exactement la même, et vous serez capable d'aller automatiquement configurer votre applicatif pour les taper sur l'IP de la nouvelle instance, avec son bon mot de passe. L'architecture en même de Chef, on a 3 grands points que vous allez avoir manipulés. Qui sont le serveur, le shift serveur, les nodes en tant que tels, et l'outil que vous allez avoir sur votre poste d'administrateur pour manipuler et piloter tout ça. Le serveur en tant que tel, c'est le chef d'orchestre. Le serveur en tant que tel, c'est lui qui va à la fois récupérer toutes les recips, qui va recenser toutes les informations de configuration, et c'est lui qui va être sollicité par les nodes en disant est-ce que la configuration a changé, qu'est-ce que je dois faire. C'est lui qui va être au milieu de tout ça. Donc il a une interface web pour être manipulé. On peut manipuler aussi, on va le voir, via la workstation. Il est disponible soit via une offre d'Opscode en mode SaaS, c'est-à-dire qu'il est hébergé, tout ça. Vous pouvez aussi très bien le mettre dans votre propre infra, l'avoir chez vous, sans aucun problème derrière. Il n'est pas nécessaire, on a même ce qu'on appelle un mode solo dans Chef, c'est-à-dire qu'il n'a pas de chef serveur, mais il est essentiellement utilisé pour tester vos recips ou en mode dev, et on va généralement utiliser des VM, et notamment Vagrant, où on va être capable de démarrer une VM et de la configurer automatiquement et tester les recips. Il est essentiellement utilisé dans ce mode-là, le mode solo. Les nodes en tant que tels. Les nodes, c'est mon serveur. C'est mon instance physique d'exécution de mon applicatif. Là-dessus, je vais être capable de pouvoir les déployer quelque part de manière complètement transparente sur les différents types d'infra, qu'ils soient du cloud, du physique, du virtuel. Ces nodes-là vont avoir un logiciel dédié Shift qui est le chef client. Le chef client, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il va régulièrement aller demander au serveur, est-ce que ma configuration a été modifiée? Et il va vérifier si la configuration qu'il a écrite, lui, est toujours ISO. Ce qui fait que, là par contre, c'est très important, si vous allez modifier un bout de fichier config à la main sur votre serveur, la prochaine fois que le chef client va s'exécuter, toutes les 5 minutes, par défaut, il va voir que la configuration a changé, il va l'écraser. À partir de ce moment-là, dès que vous avez ça, vous ne modifiez plus directement vos instances. Vous ne modifiez plus la configuration. Ou alors vous coupez le chef client. Mais vous savez que dès qu'il va se relancer, après, il va être écrasé. Donc c'est vraiment une autre façon après de penser et d'administrer ces instances.
Rapidement, Workstation, là c'est le poste de l'administrateur ou le poste de dev. Il est essentiellement, c'est là-dessus que va être développé les récips qui vont être testés, qui vont être committés sur le repository. Et c'est lui qui dispose d'un outil qui est très puissant, qui est Knife, qui est vraiment l'outil qui va permettre à la fois de piloter le chef serveur, je suis capable d'aller modifier des choses à l'intérieur, et d'aller créer, lancer des instances dédiées. C'est vraiment le toolkit qui permet, en ligne de commande essentiellement, c'est une ligne de commande, qui permet vraiment de gérer, de piloter, et de piloter entièrement les chefs serveurs. Bon, ça on passera, ça c'est la même architecture mais beaucoup plus détaillée. On n'aura pas trop le... je ne sais pas si on aura trop le temps de l'aborder, quoique j'étais un peu vite en fait. Là on retrouve la même carte que tout à l'heure, même architecture, mais on se rend compte des différents... elle est un peu plus détaillée, c'est-à-dire que sur ma workstation ici, c'est là où je vais gérer mes rôles, mes databags, qui vont être stockés sur le chef serveur, mais finalement sur mes clients, je vais vraiment avoir le minimum à installer. Je vais juste avoir le chef client qui va être installé, point, c'est tout. Après, tous les cookbooks, enfin, on recense un petit peu l'exhaustivité des besoins. En conclusion, dans une infrastructure, quand on commence à avoir quelque chose qui va partir en prod et qui va devoir être évolutif, pour moi c'est quelque chose qui est aussi nécessaire qu'un Git. Quand on commence à avoir besoin de plus d'un serveur, et où on sait qu'on va devoir évoluer, c'est absolument nécessaire, on ne va pas perdre du temps. On réduit aussi le temps de setup, on réduit le temps en cas de crash pour remonter une instance. On est capable d'aller très loin avec ça. Donc pour moi, c'est aussi nécessaire finalement que l'a été une gestionnaire de contenu au niveau du code. Par contre, le contre-coup de ça, c'est qu'on ne peut pas y aller à la moitié. C'est-à-dire que si on part dans cette optique-là, on est obligé de passer la stack entière sous ce principe-là, et de dire, bah non, je ne peux plus aller me connecter en route sur mon serveur pour aller redémarrer, pour aller changer une variable de configuration. Donc, c'est pas si anodin que ça. Il faut avoir conscience de l'impact et du virage que ça fait prendre. Par contre, c'est vraiment un investissement sur le long terme. Il est clair que lors du setup et au début, ça reste un investissement. C'est clair et net. Et attention à la courbe d'apprentissage, parce qu'il va falloir... Il y a énormément tous les applicatifs ont des récips, donc sont configurés, mais il y a un moment, vos besoins, il va falloir que vous les étendiez, que vous les appropriez, il va falloir que faire les vôtres, avoir votre propre cookbook avec tous vos besoins. Il va falloir les tester, et ça prend du temps. C'est clair et net que ça prend du temps. Donc, nous, on a fait l'erreur de commencer à bâtir dessus, alors que l'architecture n'était pas encore très stable. Ce qui fait qu'on a perdu beaucoup de temps sur des points qui ne sont plus utilisés maintenant. Donc c'est vrai que c'est bien de commencer à partir là-dessus quand vous avez en visu au moins une architecture qui commence à être stable, parce que ça prend du temps de setup. Donc il faut éviter de faire ça quand on est encore en mode R&D et de dire ça va être bien pour plus tard. Non, c'est que vous savez, vous avez validé vos outils, vous avez validé votre stack. Donc maintenant, vous partez pour la prod. Et c'est important aussi après, quand ça vous permet peut-être dans un premier temps de vous passer d'un partenaire de hosting. Là, nous, actuellement, là, sur le mode lancement, on a pris des serveurs sur OVH, on les a virtualisés, on a des VM dessus, et on les monte comme on veut, on fait ça ce qu'on veut. On sait très bien qu'à terme, ça sera pas à nous de faire ça, mais au moins on a tous les outils, on est capable de piloter, et l'équipe de dev a une vision complète de la stack, parce qu'elle a aidé à la bâtir. Par contre, maintenant, il faut trouver le bon partenaire qui soit capable à la fois maîtriser ces outils-là, mais en plus de continuer un peu dans l'esprit DevOps et d'être très lié avec les équipes de dev. Et ça, c'est très important que les équipes de dev, au final, on a fait le lien avec elles, et c'est quelque chose qui est très très important au niveau du projet pour la durée de vie. Voilà. Désolé pour le débit, j'ai réussi à peu près à tenir. Vous avez des questions ? Pour déployer l'application, le code source, Oui, alors justement, la conf allait aussi dans le déploiement continu. On utilise toujours Chef, le même principe pour déployer tout ce qui est prod et pré-prod. C'est-à-dire que régulièrement, Chef va aller vérifier le dépôt s'il y a eu un nouveau commit, et dans ce cas-là, il va aller redéployer le code dessus. Le déploiement continu, c'était une autre partie. Moi, je ne suis pas partisan du déploiement continu en prod. Enfin, déploiement continu, grosso modo, c'est que ce qui se passe, c'est que je push, dès que je vais committer sur une branche spécifique, je vais être capable de déployer sans qu'il y ait quelqu'un qui fasse l'acte
au final de déploiement, c'est automatiser le déploiement. C'est beau sur le papier. Après, moi j'ai encore du mal à me dire, il n'y a pas quelqu'un qui, au moment, qui est au courant que ça se déploie à ce moment-là et qui peut se demander à la console pour vérifier tout de suite que c'est bon et que pour intervenir de manière rapide. On se rend compte que ça se passe assez bien. Même sur les environnements de dev, et c'est vrai que c'est très souple, on savent très bien que les devs, que des moments où ils vont pousser sur la branche de dev, une des branches de dev, ça va être déployé dans les 5 minutes qui suivent, c'est utilisable, donc c'est assez sympa, quand il y en a, surtout quand on bosse avec des API, où on a ceux qui bossent sur les applis clientes qui sont dépendantes de l'évolution de l'API derrière, donc on n'a pas à dire, attendez, on coupe tout, vous déployez, quand on dit, ça y est, je viens de pusher, on sait que 5 minutes plus tard, je vais être capable de pouvoir exploiter et d'être derrière. Par contre, ça pose beaucoup de rigueur. Au final, des rigueurs qu'on a dans tout projet, il faut que ce soit quand même bien testé, il faut que, pour être capable de déployer automatiquement, il faut être serein, il faut vraiment faut assurer la qualité du livrable. Et ça c'est très important. Pardon.